pour prévenir la question qui me sera posée tout à l'heure. Donc je m'appelle Claude et je viens de Toulouse. Je suis toujours au Parti Socialiste et conseillère municipale d'opposition à Toulouse. Cet après-midi en 2 temps, donc animé par moi et par Jean-Claude, 2 temps plus 2 extras. On commence par les extras. Un petit mot de Vincent pour présenter son livre dont vous avez vu, on a fait écho dans Démocratie et Socialisme. Et annoncer. Oui, alors c'est notre livre à Jean-François Claudon et moi-même. Notre éditeur Jean-Pierre Fourré est lui-même présent, les éditions de Matignon, petit village breton. Et donc ce livre est consacré à Paul Lévy. Alors je ne vais pas spoiler le contenu du livre, mais en quelques mots, Paul Lévy mériterait d'être autant connu et retenu que Jean Jaurès, par exemple. Il fut l'amant de Rosa Luxembourg, ce qui n'est pas un argument politique majeur, mais qui a quand même une signification. Il fut celui qui a mis Lénine au train à Zurich en mars 1917 et qui lui tape sur l'épaule en disant « Vas-y fort, vas-y fort !» Et il fut le véritable fondateur du Parti communiste allemand. Et au printemps 1921, il est le premier grand exclu du communisme mondial. Avant qu'on parle des trotskistes, on a diabolisé les lévites. Et il est en fait celui qui se met à dire qu'il y a plusieurs partis ouvriers, qu'il faudrait les réunir et qu'il n'y en a aucun qui nous convient vraiment. Une situation qui, je crois, est partagée par beaucoup de monde. Donc tout ça, c'est pour dire que Paul Lévy, il est en fait au cœur des débats d'une réunion comme celle d'aujourd'hui. Donc ça fait près de 100 pages, ça fait 7 €, ça les vaut, et ça sera là-bas sur la table au fond d'ici la fin de l'après-midi. Merci. Et deuxième extrait, donc on a proposé aux camarades jeunes de se retrouver, ce qu'ils ont fait, et donc ils ont quelques mots à nous dire. On s'est rencontrés tout à l'heure avec une aspiration, celle de l'unité. Deuxième chose, chacun milite en conscience et librement là où il le souhaite. À partir du moment où il ou elle se sent utile et efficace, tant mieux. Il n'y a pas de, j'aime pas ce mot de débauchage. Donc, premièrement, aspiration unitaire. Deuxièmement, chacun milite là où il veut, où il peut, là, voilà, là où il le souhaite. Troisièmement, on a décidé dans un premier temps de créer un réseau social de Facebook, Twitter, puisqu'aujourd'hui, malheureusement, heureusement, beaucoup de débats se passent là, d'échanges se passent là. Donc, c'est un premier pas. C'est vrai que, force est de constater qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes non plus. Bon, c'est notre première réunion, il faut voir, mais il y a des choses à faire avec les jeunes. Et si on approfondit nos discussions, nos relations, pourquoi pas créer des initiatives au niveau local, puis peut-être national, avec cette aspiration, encore une fois, je le dis, de l'unité de la gauche, parce qu'on est tous conscients de ça. Sans unité, rien de grand, rien de beau ne s'est fait et ne peut se faire. Et donc on est dans cette démarche-là, et avec bien sûr tout un débat à avoir autour de nous sur le corpus idéologique, tout ça. Mais voilà, donc on a réussi à faire quelque chose. Voilà, premier pas, on verra, on va entreprendre des choses, mais il y a nécessité d'entreprendre parce qu'en face de nous, on subit des attaques et pas des moindres, et les jeunes notamment sont là aujourd'hui, ceux qui subissent le plus. Moi, j'ai toujours dit, les jeunes n'ont jamais été aussi diplômés, qualifiés, n'ont jamais aussi bien formés, mais ils n'ont jamais subi autant le chômage et la précarité, et même la pauvreté pour certains. Donc il y a des choses à faire dans cet espace-là. Voilà, c'est quelque chose de démocratique, et j'espère qu'on approfondira plus nos relations pour aller dans des choses plus consistantes. Merci. Donc après l'après-midi, deux temps, un sur la suite de l'appel Reconstruire la gauche, et puis un deuxième temps après, plutôt table ronde avec des invités aussi, des gens qui sont dans différentes inscriptions politiques, groupements, mouvements, partis, et pouvoir avoir ce débat ouvert en forme de table ronde sur l'avenir de la gauche et comment la reconstruire. Bien, donc nous allons commencer cette table ronde avec nos invités.
que je vais présenter rapidement. Donc d'abord Gérard Filoche pour la gauche démocratique et sociale. Ensuite Pascal Cherki de la direction de Génération.s. Féti Schouder qui est adjoint au maire d'Aubervilliers, qui a été élu en 2014 sous l'étiquette Parti de gauche. Marie-Christine Vergiat qui est députée européenne Front de gauche. Jean-François Pélissier, porte-parole d'Ensemble. Lucien Jalamion de République et Socialisme. Donc l'idée de ce débat, c'est de discuter avec les points de vue des uns des autres sur le thème comment rassembler la gauche dans toutes ses dimensions, écologiste, sociale, politique, citoyenne, associative, etc., féministe. Savoir quelle voie on peut prendre, quel est le centre de gravité autour duquel peut s'organiser ce rassemblement, avec l'idée qu'on doit travailler, c'était un peu l'objet de toute la journée, à construire une alternative majoritaire à gauche, après le quinquennat désastreux dont on sort. Donc on a 1 heure de présentation, vu le nombre d'invités, puis il y en a quelques-uns dans la salle auxquels je donnerai la parole aussi, une nouvelle donne, un camarade du Conseil fédéral des Verts. Donc on va commencer par Gérard, qui aura Bonjour 7 minutes. à tous et à toutes. Voilà, 7 minutes. Sans théorie, il n'y a pas d'action révolutionnaire ou transformatrice efficace. Il faut une théorie. La théorie, il faut qu'elle s'appuie sur une force sociale. Nous ne sommes pas seulement des clubs, des militants, des représentants, des intellectuels, des syndicalistes, etc. Nous n'existons que dans la mesure où nous parvenons à incarner une force sociale. La force sociale dont je pense que nous devons tous être les porte-parole, c'est le salariat. Ceux qui produisent des richesses et qui n'en reçoivent pas la part qu'ils méritent. 90% des actifs de notre pays sont salariés. Ils n'ont que leur force de travail à vendre et ils sont confrontés à la finance, les actionnaires, le patronat, le MEDEF, le CAC 40 et Macron qui veulent les payer le moins cher possible et faire reculer même ce qu'ils gagnent actuellement. Donc il y a une lutte de classe, ça c'est la théorie, c'est le cadre dans lequel nous sommes. Et cette lutte de classe, nous entendons l'amener. Nous ne sommes pas pour une unité factice du peuple ou autre chose. Nous sommes bien pour délimiter la gauche. Nous croyons à la gauche parce que c'est un camp contre un autre et c'est le camp du salariat. Et nous pensons que le salariat, il est très divers, il est pluriel, il a des cultures multiples. En même temps, sur le plan sociologique, économique, il est plus homogène qu'il ne l'était dans le passé, il n'a jamais été aussi fort numériquement. C'est lui qui détient les clés de la situation. Et on peut, pour changer notre pays et le monde, c'est-à-dire pour avoir une république, sixième république, démocratique, sociale, parlementaire, écologiste, féministe, laïque, internationaliste et pacifiste, pour obtenir cet objectif qui nous est commun à tous. Je dis au passage que je ne crois pas qu'un programme commun entre nous soit difficile à écrire. Et que ce programme qui nous est commun à tous, pour l'obtenir, il faut unifier la grande force sociale qu'est le salariat. Parce que sinon, on reste minoritaire et le salariat doit avoir aujourd'hui à gauche 20 ou 21 organisations. Je les compte tous. Évidemment, ça ne peut pas le faire. Et en plus, dans chaque organisation, souvent, il y a 3-4 positions. Ça ne peut pas le faire non plus. Je ne critique pas le fait qu'il y ait plein de positions. C'est bien le pluralisme, c'est bien le débat, c'est bien les idées pétillantes et puis la confrontation de tous les points de vue. C'est même comme ça qu'on avance. Sauf qu'il faut chercher ce sur quoi on se met d'accord. Et les points sur lesquels on se met d'accord, ils doivent être ceux qui permettent de mobiliser, de concentrer l'énergie du salariat pour qu'il obtienne des victoires contre Macron. On a un ennemi de classe en face de nous, Macron, qui est un des pires que nous ayons jamais eu depuis 1945. Je l'ai dit moi dès le début, avec force, c'est Thatcher, ce n'est pas le centre, ce n'est pas le centre-gauche, le machin, etc. Il n'y a pas d'hésitation, c'est Thatcher, c'est-à-dire il exprime, c'est comme s'il était sorti entre les mains du patronat, du CAC 40, etc., comme d'une imprimante 3D. Il a été fabriqué entièrement par l'élite dirigeante et il est totalement à son service. C'est-à-dire qu'il veut réaliser en France ce que finalement le patronat rêvait toujours. Reagan, Thatcher, l'ultralibéralisme, casser les protections sociales telles qu'elles sont, basées sur notre salaire, et puis faire reculer profondément l'ensemble des droits du travail. Et donc c'est en concentrant, je vais le dire 5 fois s'il le faut, nos énergies sur la mobilisation du salariat, la défense de ses droits fondamentaux, qu'on obtient une force sociale mobilisée suffisante pour réaliser tous les autres objectifs, y compris pour sauver la banquise. Il faut nous sauver des banquiers
y compris pour obtenir des droits démocratiques sur tel ou tel domaine. Il faut avoir le rapport de force, parce que sinon on ne les a pas. Et pour avoir le rapport de force, il faut avoir des millions de salariés derrière nous. Et notre obsession doit de les avoir. Je ne pense, sinon on est hors sol. Sinon on parle. J'aime bien parler aussi. Hein. Je ne fais pas une critique. Il faut parler, il faut écrire, il faut écouter de la musique, tout ce que vous voulez. Mais si vous voulez agir, cherchez le salariat. Cherchez ceux qui travaillent. Cherchez ceux qui touchent. C'est eux qui comptent. Et donc l'obsession doit être là. Et la première des revendications, c'est augmenter les salaires. Baisser les dividendes, augmenter les salaires. Baisser les dividendes, augmenter les salaires. Réduire la durée du travail, parce que sinon, il n'y a pas de réduction possible du chômage de masse sans se battre pour les 32 heures, les 28 heures. Et je prends l'exemple allemand, il a été cité ce matin. Quelle joie j'aime quand je vois l'IG Metall se battre pour les 28 heures. Il n'y a pas d'autre issue contre la numérisation et autres. Le travail ne disparaîtra pas. Le travail, c'est une comète en expansion infinie, il y en a pour tout le monde, pourvu qu'on le partage. Et donc, en vérité, l'avenir de l'humanité, c'est même pas 28 heures, c'est 24 heures. Et c'est bien sûr, parce que c'est le partage absolu, c'est ça la libération, l'émancipation humaine. Et c'est de cette façon-là, c'est un salaire pour tous. Et c'est la réduction du temps de travail avec des droits. Le code du travail, la protection face au licenciement, la dignité dans l'entreprise, les institutions représentatives du personnel, la santé, la sécurité, l'hygiène. Et regardez, puisque j'ai peu de temps, je vais prendre un cas. Ce qui s'est passé, ce qui se passe en ce moment à PSA, 2 minutes, et à PSA, est le drame absolu, parce que c'est la plus violente réaction où le patron peut trier ses salariés, virer ceux qu'il veut, prendre ceux qu'il veut à la place à moins cher. C'est le tri des salariés qui commence. Il faut le concevoir comme tel. Il n'y a plus de frein à partir du moment où il peut faire ça. Et donc pour faire ça, construire ce programme, il faut l'unité de la gauche. Et moi je respecte, l'appartenance à la gauche est déclarative. Il n'y a pas de tribunal pour décider qui est à gauche et qui n'est pas à gauche. Les gens qui se décident à gauche, ils sont à gauche. Et au sein de la gauche, quand vous militez, débattez, discutez, vous voulez agir, eh bien l'essentiel se fait. C'est-à-dire que forcément, ça va au cœur de la gauche. La gauche ne se constitue pas sur ses marges, ni à son extrême gauche, ni aux côtés des social-libéralistes. Quand elle est en mouvement, ça se fait au cœur des revendications majoritaires et du sentiment majoritaire qui se constitue. C'est pas par épuration, c'est par addition. Ceci dit, il faut quand même le faire consciemment. Parce que si on ne fait pas une volonté, une bataille pour qu'il y ait une coordination permanente du maximum de forces de gauche, sans exclure personne, mais en faisant qu'on discute, on débat, et quand on est d'accord sur un point, on le fait en commun en se respectant tous. Et j'ai une petite correction, il n'y a pas aujourd'hui, dans l'état actuel où nous sommes, qui n'est pas brillant bien sûr, il n'y a pas aujourd'hui de force à gauche dominante. Je récuse cette expression. Il y a des forces plus importantes que d'autres, mais aucune, c'est contraire au passé, aucune des forces de gauche existantes ne l'emporte sur les autres de façon claire, définitive ou tranchée. Et il y a des rapports de force entre la gauche. Donc il faut prendre un truc, il faut respecter même le plus petit groupe. J'ai écouté Jean-Pierre Fouret tout à l'heure, il faut respecter le groupe dont on dit « Ah non, il est rien », bah si, il faut le respecter. Et tout le monde est autour de la table, on s'écoute. Évidemment, tout le monde saura qu'il y a tel groupe ou tel groupe qui a un peu plus de poids, plus d'autorité, plus d'élus, etc., etc. Et donc, il sera plus écouté, mais tout le monde, toutes les sensibilités. La démocratie, c'est ça. C'est d'écouter les petits, les moyens, les grands, et de retenir ce qui unit. Parce qu'on sait que si on additionne les petits, les moyens, les grands, et qu'on retient ce qu'on unit, on crée une dynamique qui se fait au cœur de la gauche, et qui va se faire donc sur les revendications essentielles. C'est ce que je préfère, je termine, étant 1860, 32, 20 et pas plus de 5% de précaires dans les entreprises, parce que je pense que si on arrive à trouver en 2, 3, 4, 5 chiffres clairs des mots d'ordre, c'est ça la concentration de l'énergie, et c'est ça qui permet les victoires en même temps que l'unité. Ça se fait sur le fond et sur la forme. La démocratie pour la forme, l'unité sur le fond, et il faut que tout le monde s'y mette. Merci Gérard. C'est maintenant le tour de Marie-Christine Vergia, qui peut-être va nous parler un peu des enjeux européens. Les défis. Bon, qu'est-ce qu'elle veut ? Pour 7 minutes. Alors d'abord, je suis ravie d'être à cette réunion. Je suis ravie d'être à cette réunion co-présidée par Jean-Claude et Claude. Alors, une femme, c'est bien. Si je commence par faire rigoler mes affaires, ça va pas aller. Allez, je te donne 30 secondes. Ouais, ça va aller, on va se débrouiller. Je suis assez maladroite de nature, donc... Attendez, je remets tout dans l'ordre. Non. Exactement, c'est tout à fait ça. Je suis maladroite et très bien la gauche, et toujours très bien la gauche, et de plus en plus.
Alors je ne sais pas si c'est parce que je suis la seule femme qui va intervenir sur le fond, qu'on m'a demandé de parler d'Europe et si possible un peu d'immigration. C'est vrai que ces deux sujets qui ne posent aucun problème à gauche, on est tous d'accord. Donc ça va bien. C'est pas un problème, c'est effectivement un vrai défi. Mais j'aime bien les défis, donc ça tombe bien. Pourquoi il est nécessaire que nous parlions d'Europe ? Il est nécessaire que nous parlions d'Europe parce que c'est un défi, mais parce que c'est une nécessité aussi. C'est une nécessité que la gauche, aujourd'hui, parle d'Europe. Pourquoi ? C'est une nécessité en France parce que Macron nous prépare des élections européennes. Je vous rappelle que c'est la prochaine échéance électorale quand même, les élections européennes, en mai 2019. Macron nous prépare des élections dans un format qui vont être mortifères pour la gauche. Pourquoi ils vont être mortifères pour la gauche ? Parce qu'il est en train de faire le rassemblement auquel il nous a préparé, tant en France d'ailleurs qu'au niveau européen, en essayant de décrocher des socialistes, de raccrocher ce qu'on appelle au niveau européen des libéraux, et une partie de la droite européenne, voire quelques verts au passage d'ailleurs, ce qui ne nuirait pas. Sur la ligne, les seuls Européens, c'est nous. Avec un mode de scrutin qui, si on ne se rassemble pas à minima, fera que la gauche va une nouvelle fois être totalement laminée. Une proportionnelle nationale avec un seuil à 5%. Donc, on comptera les députés européens de gauche. On les compte déjà un peu, mais ça va être dramatique. Une nécessité encore, compte tenu de ce qui se passe au niveau européen. Je ne sais pas si vous suivez les élections nationales dans les 27-28 pays de l'Union européenne, c'est catastrophique. Scrutin après scrutin. Il y en a dont on parle, il y en a dont on ne parle pas. L'extrême droite, la droite nationaliste, la droite populiste montent partout en Europe. On a vu ce qui s'est passé en Allemagne, mais je vais dire d'une certaine façon, c'est pas les pires. Ils ont 90 députés, mais ça vient du mode de scrutin allemand. Ils ont 12% des voix. Petit rappel quand même, Marine Le Pen, même si le Front National va pas bien, a quand même fait un score historique au premier et surtout au deuxième tour. C'est la première fois qu'au deuxième tour, elle dépasse très largement son score du premier tour, ce que n'avait pas fait son père en 2002. Donc on est à l'image de ce qui se passe en Europe. C'est pas la peine que je vous raconte ce qui se passe en Autriche aujourd'hui, où il y a une alliance entre la droite et l'extrême droite, où les ministres d'extrême droite sont ministres de la Justice, de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Ça nous promet pour la prochaine présidence européenne, parce que c'est eux qui vont présider l'Union européenne au deuxième semestre 2017. Pardon, 18. Je dis que je suis maladroite. Et mal réveillée en plus. Au niveau européen, donc Macron rêve de reproduire ce qu'il a fait en France au niveau européen. Mais moi je pense, je peux me tromper, qu'il n'y arrivera pas. Il n'y arrivera pas parce que ce qui se passe à droite au niveau européen est beaucoup plus destructeur de ce qui se passe à gauche. Il y a une droite qui se construit, une droite populiste, nationaliste, qui se construit. Je peux vous dire ce que moi je vis au Parlement européen. Il y a 4 groupes de droite au Parlement européen, de droite et d'extrême droite. Le groupe du Parti populaire européen, dans lequel siègent les Républicains. Le groupe des conservateurs, dans lequel siègent les Britanniques, mais siège aussi le PiS, les Polonais au pouvoir actuellement. Le groupe de l'EFDD, dans lequel siège l'UKIP, la droite nationaliste britannique, mais aussi les 5 étoiles, et l'extrême droite. Et j'ai oublié qu'avec les conservateurs, il y avait la NVA belge, qui est aussi sur des positions pas très différentes de ce qu'on appelle, nous, l'extrême droite. Donc les ponts, ils sont déjà construits. On entend dans tous ces groupes politiques, je ne parle pas des libéraux qui sont... Excusez-moi, je vais vous provoquer, parce que quand on dit libéral en France, on ne voit que le libéralisme, l'ultralibéralisme économique, mais le groupe libéral au Parlement européen, c'est un groupe centriste. Ils sont insupportables sur les questions économiques, mais on peut travailler avec eux sur beaucoup de questions. C'est grâce à eux, d'ailleurs, qu'on a pu voter l'interdiction de la pêche électrique cette semaine au Parlement européen. Donc les choses peuvent être bizarres. Donc il y aura peut-être un groupe important de ce point de vue-là, mais ça ne fera pas une majorité. Et moi, ce que je crains,
c'est que la majorité, elle se fasse sur la droite, plus que jamais sur la droite. Donc il est temps de nous ressaisir pour affronter ce défi. Et c'est comme ce que vient de dire Gérard, d'une certaine façon. Quand on parle des questions européennes, c'est comme sur le reste. Soit on regarde ce qui nous unit, soit on regarde ce qui nous différencie. Soit on commence à se dire, c'est la question institutionnelle, on ne met jamais au préalable en France pour discuter qu'il faut changer les institutions de la Ve République. Donc la question préalable n'est pas de savoir si on va changer ou pas les traités. Pourquoi ? Parce que la question, c'est pas de savoir quel est le court, le moyen ou le long terme. C'est de construire un rapport de force. Et ce rapport de force, il se construit d'abord sur le court terme et il permet d'avoir des victoires sur le long terme. Et ça se fait forcément au niveau européen. Parce que moi, je fais partie des gens qui pensent qu'on ne reviendra pas en arrière. La mondialisation, c'est un mouvement dynamique, je dirais. Et cette dynamique-là, on ne l'arrête pas. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur. Parce que les échanges, ils permettent aussi des confrontations auxquelles nous n'avions pas l'habitude. Les communications, et je vais terminer sur l'immigration, le défi migratoire, c'est un défi mondial, c'est un défi européen, c'est une crise de l'identité, comme ils disent, européenne. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, les Européens partaient à la conquête du monde. Oh, je vais terminer sur un seul chiffre sur lequel je vais vous demander de méditer. En 1900, les migrants représentaient 5% de la population mondiale. Aujourd'hui, 3,4%. Simplement, en 1900, les Européens constituaient un tiers de la population mondiale. Aujourd'hui, même si on ajoute tout le continent européen, c'est 10% de la population mondiale. Et nous sommes le continent qui est le plus en régression démographique. Donc de quoi on cherche à nous faire peur ? On cherche à nous faire peur par rapport à ces gens du Sud qui viendraient nous envahir. Et pendant ce temps, les Polonais, ceux qui nous envoient les travailleurs détachés, et je n'ai rien contre les travailleurs détachés, je suis pour qu'on améliore leur statut, mais à condition que les Polonais arrêtent de faire rentrer tous les ans avec des titres de travail 500 000 Ukrainiens. 500 000 Ukrainiens tous les ans arrivent dans l'Union européenne pour travailler en Pologne. Et pendant ce temps, les Polonais viennent faire la concurrence aux Européens de l'Ouest. Donc réfléchissons à toutes ces questions. Et on ne peut y réfléchir qu'au niveau européen. Je demeure une Européenne convaincue et je pense que tous ensemble, on peut construire le plan A. Merci. C'est donc à Pascal, presque sans transition. Sans transition, mais pas sans programme. Non, mais on n'en doute pas, mon cher Pascal. Bon, déjà, ça me fait... Je vois qu'on a des références communes et pas que celle-là. Non, mais ça me fait vraiment plaisir de retrouver beaucoup de visages connus avec qui j'ai mené des combats dans une formation politique que j'ai quittée, le Parti Socialiste, et dont j'ai ouï dire qu'un certain nombre d'entre vous étaient aussi sur cette dynamique-là. Bon. Non, mais pourquoi je commence par ça, par cette boutade sur le PS ? C'est parce que, et je reviendrai tout à l'heure sur ce qu'a dit Gérard sur la question de l'hégémonie, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus où la social-démocratie, en tout cas c'est l'analyse que nous en faisons, a épuisé son rôle historique. Pas l'appareil en tant que tel, l'appareil est résilient, mais a épuisé son rôle historique, non pas par rapport à la malignité ou le caractère de ses dirigeants, mais par rapport au fait que finalement, en ayant abdiqué toute prétention, notamment après la chute du mur de Berlin, de réinternaliser la contestation et donc de porter l'alternative, elle s'est alignée progressivement sur le néolibéralisme et donc cette crise qui a pris après des rythmes, des formes différenciées selon les traditions nationales de certains des pays, leur mode de scrutin, leurs relations institutionnelles, a fini par percuter en France cette question-là dont on avait vu les signes avant-coureurs en 2005. Et pour nous, c'est le point de départ de la réflexion et qui a fait que nous sommes un certain nombre à avoir quitté le Parti Socialiste. Elle a été incapable d'appréhender correctement les choses. Et dans un moment, et c'est l'autre réflexion que je voudrais faire partager avec vous, où la crise, et nous sommes dans un moment politique particulier, c'est que la crise, cette fois-ci, a frappé le cœur du réacteur capitaliste. Tant que les crises ont lieu à la périphérie, ça ne concerne pas les masses populaires des pays occidentaux. Vous pouvez avoir pendant 10 ans une crise en Amérique latine, une poussée très forte de la gauche, ça intéresse les militants, c'est des réflexions communes qu'on peut avoir, mais ça ne fait pas bouger les rapports de classe dans nos sociétés. Bon, parce que c'est à la périphérie. Par contre,
quand la crise en 2008, elle a lieu dans le cœur du réacteur du capitalisme, qui sont les États-Unis, plus la Grande-Bretagne, et qui se diffuse après en Europe, alors à ce moment-là, vous avez un processus de désaffiliation des classes populaires et des classes moyennes par rapport aux prérequis de l'idéologie néolibérale, sur la base desquels on leur a dit c'est comme ça que ça marche, le fameux service non alternative. Et c'est ce moment-là dans lequel nous sommes, et ce moment-là produit quoi? Une montée aux extrêmes, donc il y a appelé ça l'ère des guerres et des révolutions, une situation de polarisation dont nous en voyons les effets partout. Sans la crise de 2008, on n'aurait pas eu et Trump et la poussée de Sanders. Sans la crise de 2008, il n'y aurait pas eu le Brexit, les conservateurs britanniques n'auraient pas été obligés, pour garder leur unité et se prévenir de l'UKIP, d'externaliser la question qui a toujours posé problème et qu'ils avaient suggéré du rapport à l'Union européenne. Sans la crise de 2008, il n'y aurait pas eu la victoire de Jeremy Corbyn. Et sans la crise de 2008, il n'y aurait pas eu l'écroulement du Parti socialiste de cette manière-là, et vous aurez l'écroulement de la social-démocratie, et même maintenant en Allemagne. Parce que le SPD a fait son plus mauvais score depuis 1933, et la CDU depuis 1949. Donc, il faut qu'on tienne compte de ça, parce qu'il y a une urgence à la gauche d'incarner cette alternative, parce que si elle ne le fait pas, c'est les fachos qui arriveront, ou une droite qui se recomposera, parce que la grande différence entre la droite et la gauche, c'est que la gauche n'a pas d'idéologie de remplacement, alors que la droite en a toujours une. Quand elle n'arrive pas à avancer crûment dans des rapports de domination idéologique libéraux, eh ben elle se sert de l'argument du nationalisme pour le faire, et on voit cette synthèse. Ce qui se passe dans les pays d'Europe centrale, c'est le laboratoire de ce qui est en train de se passer, potentiellement en Allemagne, potentiellement en France, et qui a commencé en Grande-Bretagne. Bon, c'est pour ça que Macron, pour moi, pour nous, est un moment transitoire. Il peut durer 5 ans, 10 ans, si on n'est pas capable de s'organiser, mais c'est un avatar de cette crise, ce n'est pas une alternative pour le système capitaliste. L'idéologie macronienne n'est pas une ligne politique qui pourra durer. Ce qui durera, ce qui s'installera, ce seront des rapports beaucoup plus... la synthèse entre une idéologie réactionnaire et une idéologie ultralibérale. Bon. Pourquoi je dis cela? Parce que si on partage cette analyse, ça veut dire que la gauche, elle doit redéfinir une orientation. Et pour redéfinir une orientation, elle ne peut pas simplement répéter ce qu'elle a raconté pendant des décennies. Et c'est nous ce que nous mettons en débat dans Génération. Et nous voulons en discuter avec tout le monde. Nous pensons aujourd'hui que la crise que traverse le système capitaliste est d'une nature différente de ce qu'elle a connu. Pourquoi? Parce que la crise du modèle fordiste, la manière dont le capitalisme s'est sorti de la crise du fordisme, l'a fait de deux manières. Un, en financiarisant ses rapports, mais la finance n'est pas le vampire qui suce le corps de l'économie productive. Ça a été aussi la manière dont dialectiquement le capitalisme s'est sorti de la crise dans laquelle il se trouvait. Voilà. Et deuxième élément, que la productivité produit des effets complètement différents de ce qu'elle a produit jusqu'à la fin du boom fordiste. C'est-à-dire qu'avant, la productivité n'était pas incompatible avec l'augmentation de la valeur, la valorisation de la valeur. Elle permettait cela. Aujourd'hui, la productivité détruit du travail vivant. Et l'économie capitaliste est dans une crise aujourd'hui, une contradiction qui va avoir du mal à se dépasser. Et c'est pour ça que la financiarisation joue ce rôle. C'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un processus d'expulsion massive du travail vivant. Il faut qu'on réfléchisse à ça. Parce que ça a commencé dans l'industrie, ça continuera dans les services. Et moi, c'est la divergence ou la différence que j'ai avec Gérard. Je ne crois pas à l'expansion infinie du salariat. En tout cas, ça ne règle pas du point de vue capitaliste la question de l'augmentation de la valeur. C'est ça la vraie divergence à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui. Et quand on voit l'expansion du salariat en Chine, c'est un moment transitoire, parce que les standards de productivité aujourd'hui font que si vous voulez développer du salariat ailleurs, dans le cadre de l'économie capitaliste, il faut que vous ayez recours à une dégradation des conditions sociales. Et d'ailleurs, dès que vous avez des conflits sociaux, comme en Chine qui commencent à marcher, qu'est-ce que fait la Chine? Elle robotise. Et c'est aujourd'hui le premier importateur et opérateur de robots au monde, la Chine. Et donc vous allez voir qu'en Chine, d'ici 10 ans, 15 ans, il va y avoir les mêmes phénomènes qu'on a connus en Europe, c'est-à-dire une expulsion massive de la force de travail humain. Et quand vous savez qu'un homme double sa productivité en 10 ans et un robot le fait en 4 ans, avec les progrès de l'intelligence artificielle, c'est devant nous. Et pourquoi je dis cela, ce sera ma conclusion. Parce que oui, il faut défendre le travail. Mais il faut revenir à une distinction fondamentale entre ce qu'est la défense du travail comme rapport anthropologique, c'est-à-dire la manière dont l'homme exprime sa créativité, sa subjectivité, son être au monde. Et donc, c'est ce camp-là qu'il faut défendre. Alors, avec bien sûr des revendications comme la diminution du temps de travail et autres, et la cristallisation qu'a connue la forme du travail depuis 3 siècles, c'est-à-dire dans le salariat capitaliste. Et il faut donc porter une logique de dépassement du salariat capitaliste, parce que sinon on n'est pas dans une logique d'alternative. Donc ce n'est pas que la question de la hausse des salaires ou de la baisse du temps de travail, c'est aussi la question du revenu universel, c'est aussi la question des robots, c'est aussi la question de l'économie coopérative, et c'est ça qui fait le lien avec la transition écologique. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vit dans un monde où l'homme consomme 1,5 fois ce que la planète peut produire chaque année et considérer qu'on va repartir au combat avec les mêmes revendications qu'a porté le mouvement ouvrier il y a 1 siècle ou il y a 2 siècles et qui aujourd'hui sont en partie
dépasser, et c'est ça aussi que nous mettons en débat génération. Et ma conclusion sera de dire quoi? Comme c'est notre position, nous voulons en débattre, c'est la raison de notre présence ici aujourd'hui, et nous considérons, et là je suis d'accord avec Gérard, qu'il n'y a plus d'hégémonie à gauche. Pour l'instant en France, le PS avant était la force hégémonique et autour il y avait des satellites. Donc il appartenait au PS et c'était sa responsabilité de dégager dans son orientation une synthèse potentielle pour la gauche. Les électeurs en ont décidé autrement. La France insoumise ne souhaite pas prendre cette place, puisque la stratégie de Mélenchon n'est pas de rassembler la gauche, c'est le clivage peuple-élite, qui est une des dimensions du combat. Mais ça ne peut pas, il faut définir des camps pour avancer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, une hégémonie est à reconstruire, et elle devra être globale. Il faut réfléchir à l'hégémonie culturelle de la gauche dans le pays, et donc une hégémonie de projet. Et pour pouvoir le faire, il faut converger. Donc pour pouvoir converger, il faut que chaque courant politique qui existe définisse ce qu'il est, et dans le dialogue avec les autres, acter les points de convergence, toujours acter les points de convergence, tout ce qui est pris n'est plus à prendre, reconnaître les divergences parce qu'on en a, mais une fois qu'on les a reconnues, définir ensemble une méthode pour les surmonter. Voilà. Et donc c'est ce à quoi nous avons essayé de travailler, apporter notre contribution à reconstruire avec d'autres une hégémonie globale de la gauche. Merci Pascal. À suivre Jean-François Pélissier pour Ensemble. Oui, bonjour à toutes et à tous et merci de votre invitation. Comme le disait Gérard, c'est un peu le Big Bang dans la gauche et dans chaque formation ou chaque courant, il y a de multiples positions. Donc en tant que coporte-parole de Ensemble, donc je vais revenir je ne vais pas exprimer une analyse globale de l'économie financiarisée, mais revenir à des choses plus terre à terre. Alors, sur la question, une petite remarque sur l'intitulé du débat, comment rassembler la gauche. Ensemble, depuis sa création, ne s'est jamais situé dans cette perspective de rassembler toute la gauche, d'une union de la gauche, même relookée. Mais je sais que les choses vont très vite et c'est déjà un débat d'hier. On n'en est pas là aujourd'hui. Pour autant, nous pensons qu'il est important de débattre avec les forces de gauche qui se situent clairement en rupture avec une logique d'accompagnement du capitalisme. C'est un peu ça notre perspective en introduction. Et donc, comme vous le savez ou comme vous ne le savez pas, Ensemble a eu une consultation importante en décembre dernier et a adopté majoritairement de se maintenir en tant que mouvement, parti mouvement, et de ne pas rejoindre la France insoumise. Je tiens à le dire ici en introduction parce que ça permet de se détendre sur la suite. Donc pour nous, il est nécessaire de prendre la mesure de l'état de la gauche d'aujourd'hui. Alors, quel est l'état de la gauche aujourd'hui ? En France, la séquence électorale de 2017 a marqué une recomposition du paysage politique qui est loin d'être achevée. Dans un contexte d'accumulation de revers sociaux, dans la prolongation de profonds et du tenace mouvement contre la loi travail 2016, qui comprenait des formes inédites de contestation, il faut bien le dire, et d'importants secteurs du salariat, puisque tu as insisté sur le salariat, Gérard, et de la jeunesse qui ont investi le terrain électoral. De ce point de vue-là, on ne va pas se cacher les choses quand même. Jean-Luc Mélenchon, en bénéficiant de son opposition claire et constante à la politique de Hollande, d'une compréhension des demandes de nouvelles formes politiques, notamment dans la jeunesse, a permis d'être l'expression de masse d'une opposition de gauche. Cela a permis à la France insoumise, avec le soutien d'Ensemble, du Parti communiste français, d'acquérir une place centrale par le score et la dynamique de campagne à la présidentielle. Alors, je sens un petit peu... un petit froid dans la salle, mais il faut bien faire les constats de la période. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de candidats présents parce qu'on parle de la dernière séquence électorale. Donc, il y a eu beaucoup de candidats présents et de candidates, Marie-Christine, présents au second tour des législatives, et l'élection d'un groupe parlementaire FI. Cette situation pose des défis majeurs aux forces de la gauche alternative. Parce que Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui ont soutenu sa candidature portent la responsabilité de construire une issue politique nouvelle à la hauteur des espoirs qu'ils ont soulevés. Ça ne répond pas à ta question, mais c'est quand même une question qui se pose globalement à la France insoumise. Les années Hollande qui avaient accéléré, là je parle un peu de vous, je sais que nous ne sommes pas dans la même culture politique, les années Hollande donc, ont accéléré la crise ouverte au sein du PS,
confirmant le rejet du libéralisme de gauche. Le PCF connaît toujours un déclin, même s'il profite un peu de l'affaiblissement du PS durant les législatives et maintient un groupe parlementaire. La crise de direction et de stratégie en termes d'alliance d'Europe Écologie Les Verts amène ce parti à reculer nettement. L'illisibilité de la stratégie de Hamon, son incapacité durant la campagne à se détacher de l'appareil PS, je suis toujours dans la période passée, mon camarade, et du gouvernement, ne lui permet pas d'être l'axe autour duquel portera le renouveau d'une gauche française en profonde restructuration. Donc, ces évolutions modifient en profondeur les rapports de force à gauche, tout le monde l'a dit, accélèrent la crise du PS, tout le monde l'a dit, et du social-libéralisme qui ont dominé la gauche. Donc, fin de l'hégémonisme du PS, et qui a fait voler en éclat l'écologie politique monopolisée, parce qu'il y avait quand même aussi un monopole sur l'écologie d'Europe Écologie. Tout cela a volé un peu en éclat. Elle signifie donc une remobilisation de la gauche et la mise en mouvement de jeunes et de primo-arrivants en politique. On a tous fait le constat sur le plan électoral. C'est peut-être dur pour nous, mais c'est la dure réalité. Alors, quel est le nouveau paysage politique ? La polarisation politique de la période électorale était marquée par l'émergence d'un bloc central rassemblant libéraux de gauche et de droite. L'extrême droite, tu en as parlé, Marie-Christine, possède toujours un dévastateur potentiel de conquête, même s'il était freiné dans la dernière séquence électorale. 2 minutes seulement. Alors j'accélère, je vais vite. La victoire de Macron est sans appel, et sur le plan institutionnel, mais beaucoup plus fragile, regarde la base sociale étroite de ses soutiens. Je ne développe pas, c'est sur le débat sur l'immigration qui est à venir. Donc en s'appuyant sur les institutions de la Ve République, on l'a tous constaté, Macron a son côté jupitérien, etc., mais est quand même sur une majorité instable qui souffre de plusieurs faiblesses. Il a été élu contre Marine Le Pen, c'est un problème quand même de légitimité, on l'a tous constaté, ce qui l'affaiblit, et ce qui persiste aussi de la crise démocratique, parce que vous savez qu'il était élu en fait avec très très peu de voix. Je ne reviens pas sur le taux d'abstention. Donc, Macron, pour nous, est le porteur de vision de la société qui assume ouvertement la concurrence et la violence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne sont rien. À l'opposé des aspirations et à l'égalité et à la solidarité, ce constat que je pense que nous affirmons tous en commun. Un grand nombre d'hommes et de femmes se sont réduits à l'impuissance par les anciennes recettes syndicales ou politiques. Certains se découragent, d'autres libèrent au contraire une plus grande disponibilité pour chercher ce qui pourrait innover en matière d'efficacité. Alors à cette étape, et je vais aller assez vite parce que je sens que je dépasse mon temps de parole, et, il y a l'enjeu clé des mobilisations. Donc sur la question de la recomposition, de nombreux camarades ensemble se sont investis collectivement. Là, c'est sur le côté cuisine, et je vous fais part de nos débats internes. Sur la question de la recomposition, donc, de nombreux camarades d'ensemble se sont investis collectivement dans France Insoumise. D'autres ne le font pas. Nous sommes dans une phase de débat et d'expérimentation sur cette question. Mais il y a quand même un enjeu que nous partageons tous, y compris avec les intervenants, je pense, ici présents, c'est de favoriser sur une base claire les convergences en lien avec toutes les mobilisations contre Macron. Donc, 3 enjeux principaux dans la période. On le sait, c'est la sélection à l'université ou au lycée, la solidarité avec les migrants et la réforme de l'assurance chômage. Bonne nouvelle quand même, j'avais pas prévu, si tu me laisses 1 minute supplémentaire pour développer cet aspect-là, parce que je suis rouge et vert, c'est sur la question de Notre-Dame-des-Landes, parce que quand même, quand on avait préparé cette intervention, je crois qu'il faut... Depuis 30 ans, nous sommes dans des phases où on n'arrête pas d'avoir des défaites tant sur le plan social et écologiste. Notre-Dame-des-Landes est une victoire qui va avoir de profonds rebondissements dans l'avenir. Et puisqu'on parle de la recomposition de la gauche et les leçons de la gauche, je n'ai pas le temps de développer ici, peut-être que j'y reviendrai peut-être sur un plan plus personnel puisque j'ai été très investi dans cette lutte. Il y a de grandes leçons dans ce mouvement qui montrent qu'on peut, sur une lutte
qui était on était quelques-uns contre tous, on arrive à déboucher sur des victoires. Et je vous le garantis, mes chers camarades, dans les jours ou les semaines qui viennent, peut-être que ça va déboucher sur un espoir aussi, une remobilisation sur la question sociale. Donc tout ça est un point de départ pour riposter aux mesures du gouvernement. C'est pour ça, enfin, et là je conclus, vraiment. Ouais. Ensemble propose donc, et là on est dans le débat, propose à toutes les forces politiques de gauche antilibérales de se rassembler de la manière la plus efficace possible pour agir en commun. Et partout où c'est possible, et il est également nécessaire de relayer cette démarche avec une construction associant des personnes sans appartenance politique, en mettant sur pied, pour nous, des assemblées citoyennes ou collectifs citoyens. Et encore merci de nous avoir invités, mais je pense que nous sommes dans un creux de la vague. Et avec les débats que vous avez ici, que nous avons nous, mais aussi dans toutes les formations politiques qui sont contre le libéralisme, on est un peu dans le creux de la vague. Mais excusez-moi d'insister là-dessus. Il y a un petit rebond, à mon avis, qui est très important cette semaine. C'est justement la victoire de Notre-Dame-des-Landes. Je pense que ça va de grands. Merci Jean-François, qui pourra réintervenir avec plaisir. Allez, à Féti. Oui, mais bon, allez, tu vois que c'est souple, hein. Bon, Féti Chouder, bon, vous avez eu un petit aperçu ce matin. En fait, je suis un ex-militant du PG. Je milite aujourd'hui avec les militants insoumis locaux d'Aubervilliers-Pantin, sans être forcément impliqué dans la France insoumise. Que vous dire ? Sinon que les différentes interventions ont bien montré qu'il y avait une volonté, une nécessité de coordonner les différentes forces de gauche. Ça, c'est évident. Il y a un constat que fait souvent Gérard, et il a tout à fait raison. Il dit en 2012, la gauche avait le pouvoir partout. Il dit on avait le Sénat, on avait l'Assemblée, on avait les collectivités locales. Ben, qu'est-ce qui n'a pas marché en soi ? Je l'ai expliqué déjà un peu ce matin, parce que évidemment qu'il y a une politique nationale qui n'est pas propice au progrès social, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais il y a aussi une nécessité maintenant de réfléchir au mode de résistance que nous allons adopter. Parce qu'on peut se retrouver avec toute une série de contraintes budgétaires, mais jusque-là, les différentes mairies, les différentes collectivités territoriales que nous avons dirigées, que ce soit le PS, le PC, les Insoumis, n'ont jamais exprimé non plus de résistance particulière. On râlait, on mettait en évidence à travers un ou deux communiqués que c'était absolument intolérable ce qui se passait, qu'il fallait absolument condamner le gouvernement, mais au final, rien. On présente un budget en équilibre, en prenant en compte ces différentes contraintes, et pour moi, c'est ça le problème. On provoque de la déception, et au final, vous vous retrouvez avec des gens qui préféreront l'original à la copie. C'est comme ça que vous vous retrouvez dans un département ouvrier comme la Seine-Saint-Denis, qui est aujourd'hui dirigé, donc la moitié des villes du 93 sont dirigées par des maires de droite, et de droite on va dire, assez extrême. Donc la nécessité, à mon avis, elle est aussi de réfléchir à l'insurrection, au mécanisme de révolte que l'on pourrait mettre en place au sein même des institutions. Ça me semble important de se questionner là-dessus et d'avoir une stratégie globale à gauche qui soit la même. Je le dis parce que cette déception que nous provoquons, je crois que la meilleure illustration a été le dernier quinquennat. Le dernier quinquennat, on a bien vu 2012-2017. Certains ont dit le reniement est venu avec la loi travail, d'autres ont dit bien avant. Moi je dis que c'est même au lendemain de 2012, parce que je suis aussi militant, j'ai ça en commun avec Marie-Christine Vergiat, d'être militant à la Ligue des droits de l'homme. 2010-2011, nous avons fait une campagne très, très appuyée sur le droit de vote des étrangers aux élections locales. Parce que le lendemain, on nous a dit, mais on n'aura pas la majorité au Congrès, on n'aura pas les 3/5. Mais il y avait quand même une dynamique, suite à la victoire d'Hollande, qui pouvait permettre l'émergence de ce droit-là. Il pouvait très bien engager un référendum. Ça, je le dis clairement, il ne l'a pas fait.
Et au fur et à mesure, comme ça, on a eu toute une série de remaniements. On s'est dit, mais il ira quand même pas aussi loin. Il va pas. Ben non, mais même quand il touche le fond, il creusait. On a eu la déchéance de nationalité, on a eu toute une série ensuite de réformes rétrogrades, y compris sur le plan sociétal. Donc, moi, à mon sens, j'ai envie de dire aussi qu'on a une responsabilité dans la situation qui est celle qu'on connaît aujourd'hui. Évidemment, on peut tirer sur Macron, il faut le faire, mais il faut aussi avoir l'honnêteté et la volonté d'affronter nos démons. Ensuite, parce qu'il faut aussi parler des contradictions qu'il y a dans les différentes organisations politiques. C'est clair que à chaque fois, on nous dit oui, mais notamment c'est aussi présent chez les Insoumis, donc je fais aussi le... On nous dit, mais avant tout, on veut fédérer le peuple. D'accord, c'est bien de fédérer le peuple. Mais ça ne se fera pas à partir de mécanismes qui vont du haut vers le bas. Ça, il faut être parfaitement clair. Quand vous vous retrouvez dans des désignations de candidats ou quand vous vous retrouvez sur des questions politiques qui sont tranchées par le haut et on vous l'impose, je ne crois pas que ça soit propice au développement de... 2 minutes, c'est parfait. Je suis dans les temps. Je pense pas que ça soit propice au fait que les gens aient envie de militer encore dans ces organisations. Donc ça aussi, c'est un point sur lequel il faut être prudent, parce que nous, à Aubervilliers-Pontant, on a eu ce phénomène-là lors des législatives qui a complètement cassé la dynamique locale. Bastien Lachaud, qui est pourtant un bon député, mais voilà, je tiens à le dire quand même. Et ça a été présenté par Mélenchon d'une façon très très simple. C'est pour ça que je vous dis que toutes les organisations orientées autour d'un homme providentiel font un peu peur. C'est que ça nous a été présenté comment? C'est ça qui m'a fait partir un peu des Insoumis. C'était un membre de mon équipe de campagne. Donc ceux qui sont autour de moi, il faut quand même qu'ils soient sur les circonscriptions où il y a le plus de chances de gagner. Voilà, ça nous a été présenté comme ça, dans le cadre même d'une lettre qui a été envoyée à l'ensemble des Insoumis. Donc est-ce que c'est une façon d'opérer? Est-ce que c'est une façon de faire? Je ne crois pas. Je crois que lorsqu'il y a un candidat désigné par le bas, justement, pour qu'il y ait les meilleures dynamiques possibles, eh bien, il faut faire en sorte que le peuple ne soit pas juste une utopie, mais une réalité. À mon sens, c'est comme ça qu'on arrive à travailler sur le rassemblement. Enfin, je vais rebondir sur une dernière idée de Jean-François Pélissier, parce que Jeff a totalement raison. Ne construisons pas un cartel de forces politiques. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas à Génération, qui ne se retrouvent pas à France Insoumise, qui ne se retrouvent pas au PC ni à Ensemble, mais il faut pouvoir leur proposer quand même un cadre dans lequel s'exprimer, décider. Et ça me semble aussi important. On peut être de gauche sans être dans l'une de ces organisations. Ça, c'est à mon avis un point important qu'il faut aussi prendre en compte dans notre réflexion. Merci Féti. Les organisateurs de cette initiative et de leur invitation. Donc nous sommes nombreux, on le voit par les interventions diverses qu'on a entendues ce matin, à partager l'analyse que la gauche est dans son ensemble dans un sale drap. Là-dessus, je crois qu'au moins il y a une unanimité. Je parle de la gauche et je crois qu'il faut être clair là-dessus. Il faut évacuer tout de suite cette partie de la gauche qui est libérale. Pour moi, ce n'est pas la gauche. Voilà, c'est donc la vraie gauche. Elle ne peut pas prétendre entrer dans le champ de la reconstruction, pour moi. Voilà, pour nous, je veux dire, à République socialiste. Donc, d'ailleurs, cette gauche se revendique de moins en moins de l'appellation de gauche. Alors, et c'est très bien comme ça, on en parlera beaucoup moins. Pour ce qui est, pour l'instant, dans notre pays, notre peuple subissent la politique menée par le gouvernement Macron-Philippe. Bon, régression sociale, hein, je ne vais pas tout énumérer, bien entendu. Voilà. Je crois que ce qui est important, ce qui est grave, c'est que tout ce qui se passe au niveau politique alimente le Front National. C'est ça le problème de fond.
Je crois qu'il faut quand même qu'on ait bien ça dans la tête. Constatons aussi qu'il faudra bien se demander pourquoi, afin de pouvoir y remédier, pourquoi la mobilisation sociale n'est pas au rendez-vous. Je crois que c'est honnête de reconnaître que malgré les mobilisations fortes qu'il y a eu, il n'y a pas eu, au niveau social, ça n'a pas été parfait. Ensuite, pour nous, pour République et Socialisme, on participera à toutes les initiatives, bien entendu, quand même, qui seront faites par les organisations syndicales, par les partis politiques. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. D'abord, et comme je l'ai déjà dit, les représentants... Non, je crois que ce qui est important, c'est que le recul sur les droits au travail, sur la sécurité sociale, sur les services publics, notamment avec le dispositif de CAP 22, la flexibilité budgétaire organisée, tout ça dans la santé, des transports, à la poste. Bon, je crois que tout y passe. Je crois qu'effectivement, c'est une catastrophe. Les vœux de Macron aussi, ils sont révélateurs, par exemple. À la fois du mépris pour le peuple et de sa volonté, non seulement de le tromper, mais de le manœuvrer. Bon, entre la grande éloquence, n'oublions pas que nous sommes... Que vous êtes la nation française, enfin bon, et j'en crois que c'est des meilleurs. Donc la gauche peut-elle retrouver un nouveau souffle? C'est ça, la vraie question. Oui, une aspiration au mieux vivre perdure et est sans doute majoritaire dans le pays. Mais elle peine à se faire entendre car les forces de gauche qui devaient la porter sont émiettées. Nous avons créé notre formation, République et Socialisme, en 2009, dans la volonté de remettre au cœur un espoir de changement et le refus de la soumission où on ne peut pas faire autrement, que portait une grande partie de la gauche. C'est la raison de notre démarche autonome. Pour autant, dès le départ, nous avons voulu nous inscrire dans une perspective de rassemblement de la gauche. C'est la raison de notre participation au Front de gauche, qui offrait alors une perspective intéressante et crédible. Nous voulons toujours aujourd'hui contribuer à un véritable rassemblement de l'ensemble des forces de gauche. Nous renforcerons et développerons nos liens avec tous ceux qui, à gauche, sont dans le même état d'esprit et dans la perspective de créer une véritable force de proposition et de progrès. Pour nous, en premier lieu, il s'agit de définir les perspectives d'une action commune de toutes les forces capables d'œuvrer pour un profond changement social dans la perspective de la République sociale. Notre objectif est à la fois de reconstruire la gauche et d'organiser la résistance sociale pour la République sociale. Cela implique de travailler sur un double front, celui du mouvement social et celui de l'organisation politique. Et sur un troisième front peut-être qui consisterait à ce que les deux premiers ne l'ignorent pas, ce que nous faisons ensemble avec Passerelle, la convergence des services publics et résistance sociale. L'impératif qui demeure est de reconstruire la gauche et de participer à la mobilisation des forces sociales avec toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, sans fanfaronnade ni sectarisme. La victoire du candidat de la finance Emmanuel Macron nous impose, au-delà de la nécessaire unité des forces de progrès, de mettre en place la résistance pour défendre notre modèle social. Nous constatons malheureusement aujourd'hui que les luttes syndicales sont donc très nombreuses dans notre pays, mais elles n'aboutissent pas sur des résultats concrets. Il nous faut donc réfléchir à ce constat sur les grèves. Le deuxième axe à mener en parallèle est de s'atteler de façon volontariste, pluraliste, à la convergence et au rassemblement de toutes les forces en mesure de vaincre la politique actuelle et de proposer l'alternative. Il nous faut pour cela travailler avec tous ceux qui le veulent, dans la mesure où elle refute le modèle social libéral. Les composants de la gauche sont multiples. République et socialiste est l'une des forces de la gauche sociale, républicaine, laïque et féministe. Mais nous respectons les diversités qui s'expriment. Avec notamment GDS, nous avons un passé de débats et d'actions communs qui est respectueux et qui nous a permis de mieux nous connaître et de définir ensemble des actions communes. Cette démarche, nous souhaitons non seulement la faire perdurer, mais l'élargir. Nous répondons donc positivement à votre proposition de travailler ensemble afin d'étudier les modalités de création d'une large coalition de la gauche. Il nous apparaît primordial que cette force rose, rouge, verte que nous appelons de nos vœux
renoue avec le monde du travail et se place dans la continuité du mouvement ouvrier pour la République sociale. Même si nos analyses entre forces de gauche sont différentes, nous devons réussir à nous mettre d'accord sur des axes principaux. Si l'alternative aux politiques d'austérité est notre socle commun, nous ne pouvons pas avoir une aspiration à la majorité sans nous adresser prioritairement aux salariés et sans nous mettre en situation d'être porteurs de leurs intérêts. Nous saluons donc l'initiative qui permet de faire souffler à nouveau un vent d'espoir, celui de la marche vers une nouvelle unité de la gauche qui seule peut contribuer à faire progresser l'ensemble des valeurs pour lesquelles les uns et les autres nous battons. Ici, nous avons entendu de nombreuses interventions intéressantes. Je voudrais aborder brièvement la question de la structure. J'entends dire ici et là que, comme le Parti socialiste n'est pas le grand parti central de la gauche, il faudra construire quelque chose de nous. C'est une vraie question. Mais au nom de République et Socialisme, je voudrais exprimer une réflexion sur ce sujet. Nous sommes en rupture avec le Parti socialiste depuis fort longtemps. Je dirais schématiquement depuis Maastricht, le ralliement au dogme libéral et la guerre du Golfe. Alors, la construction de quelque chose de neuf, bien entendu, ça nous intéresse. Nous n'avons pas fondé RS en pensant que ce serait l'alpha et l'oméga, mais pour participer à la refondation d'un outil politique au service du mouvement ouvrier. Et la vie nous a appris qu'on construisait en apprenant à marcher ensemble. Alors, apprenons à travailler les uns avec les autres, à débattre vraiment au fond, à nous enrichir des apports de l'autre. Nous l'avons déjà un peu fait avec des amis de Gérard Filoche, dont nous avons partagé beaucoup de combats. Alors, élargissons. Nous sommes disponibles pour participer à un comité de liaison. Nous pensons que, dans un premier temps, un comité de liaison de tous ceux qui veulent bien travailler, ça va être quand même un minimum, et engager des actions communes. Chaque composante gardant son autonomie, tout en participant ensemble à la recherche de positions qui nous rassemblent sans sectarisme, dans l'unité la plus large et pour seule condition à nos yeux, la fidélité aux intérêts du monde salarial. Voilà, mes camarades, eh bien, il nous reste qu'une chose à faire, c'est de retrousser ses manches. 50 ans après mon entrée au Parti socialiste. Merci Lucien. Il y a quelques camarades que j'avais signés tout à l'heure qui interviendraient de la salle. Donc Jean-Pierre. Bonjour, je suis Jean-Pierre Lancry, je suis au Conseil fédéral d'Europe Écologie Les Verts. Je suis à la coordination de passerelle de l'appel des sons avec Marie-Christine, Jean-Claude, Roland Mérieux, Jean-Claude Malmet, Marie-Pierre Vieux du PC, Michel Jalamion et quelques autres. Et donc on pense qu'on fait du travail intéressant justement pour créer les cadres des convergences, que ce soit syndical sur l'Europe et le reste. Le prochain numéro, il y aura un débat européen pour essayer de déminer la question européenne. Et il y a urgence parce que sinon on a 3 listes à gauche et on est mort. Bien, donc ça c'est la première chose. Là, je voudrais dire aussi que je suis à Utopia et à l'archipel citoyen des Jours Heureux et à la CGT. Ça fait un ensemble un peu étonnant, mais qui a son sens. Bien, je voudrais dire que, pour donner un peu d'optimisme, j'étais d'accord avec ce que disait Jean-François. C'est vrai, sur les migrants un peu partout, on a fait un truc, pourtant on n'est pas très implanté à Ouistreham, 400 personnes, et puis les gens mobilisés, etc. Et partout, Macron a fait la bêtise de dire... s'il y a eu des violences policières, déposer des plaintes. Ben, ils sont tous en train de déposer des plaintes. Donc il va y avoir quelques soucis. Je ne pense pas qu'on va aller vers la grève générale, mais le passage, la réalisation effective des ordonnances par secteur va commencer évidemment à déclencher une série de... Donc, je ferme cette parenthèse. Ensemble Génération et les Insoumis ont fait leur mutation écologique. Je ne suis pas persuadé que votre regroupement a fait sa mutation écologique. C'est ce qui explique que, malheureusement, on a posé la question à plusieurs, et des membres du bureau exécutif. Au bureau exécutif a donc été posée la question de venir officiellement pour parler à la tribune. C'est pour ça que je parle de la salle, parce que je ne suis pas mandaté pour parler au nom du bureau exécutif. Et puis, le vote a été majoritaire pour dire, bah oui, on est dans la préparation des assises de l'écologie et des solidarités, et Filoche, il n'est pas écologiste. Je pense effectivement que Gérard Filoche, en toute amitié, n'est pas écologiste. Par contre, mon camarade Branchereau, que je vois tous les jours, est un écolo socialiste évident, et dans la déclaration que vous avez adoptée,
dans la déclaration que mais là, on se parle sans langue de bois, en toute franchise. Dans la déclaration que vous avez adoptée, elle est effectivement écolo-compatible et elle est intéressante. Et moi, je pense que c'est une bêtise du bureau exécutif de ELV de ne pas être venu débattre avec vous. C'est pour ça que je suis là. Je pense que il faut articuler urgence écolo, urgence démocratique, urgence sociale. Mais savoir qu'est-ce qui prime sur l'autre. Et là-dessus, je suis d'accord je suis d'accord évidemment avec ce qu'a dit Marie-Christine sur l'Europe, mais je suis d'accord aussi avec Cherki, toutes les évolutions du travail, du capitalisme financier détérialisé, etc., nous invitent à avoir un nouveau regard, y compris sur les questions sociales, que tu n'as pas, Gérard. Et deuxièmement, mais oui, mais il faut se parler clairement, ça ne sert à rien de se faire des politesses. On n'est pas là pour se faire des politesses. Et par contre, les Verts n'ont pas su, les Verts ont fait plein d'erreurs, on va passer par le lieu de les lister, mais c'est long, j'ai que 4 minutes. Les Verts n'ont pas su assumer la dimension sociale des urgences écologistes. Bon, voilà, on en est là. Je finirai sur comment on travaille ensemble. Je pense que la méthode de l'appel des 100 est une bonne méthode, et d'autres. On acte les convergences au maximum. À la présidentielle, on avait 80% de convergence, et on avait 20% de divergence, qui était tout à fait gérable par des compromis. Bon, les circonstances sont faites que c'était pas... Oui, je m'arrête bientôt. Et je termine sur les formes d'organisation. Et donc là, on tombe sur Utopia, qui est une coopérative citoyenne et un organisme d'organisation populaire, qui, entre autres, a sorti un livre sur l'histoire de la valeur travail, je vous le recommande. Et deuxièmement, les formes d'organisation des jours heureux, c'est une organisation en archipel, sur la base de ce qu'a écrit le poète entier Glissant, Édouard Glissant. C'est-à-dire que c'est un rassemblement de 50 associations, Attac, Alternativa, Emmaüs, Bloom, qui a fait sur la pêche électrique, le dialogue en humanité, Gilet, des associations tout à fait significatives. Chaque association est une île, donc fait ce qu'elle veut chez elle, mais par contre les îles peuvent ensemble porter des projets, par des pirogues projets, et 5 chantiers communs pour 50 associations ont été retenus pour l'année 2018, le Tour de France Alternativa, la Marche Blanche sur la santé environnementale, le nouveau récit politique et le nouvel imaginaire politique, et l'articulation transformation personnelle, transformation sociale, rapport au pouvoir. Puis le 5e, je sais plus ce que c'est. Et donc je pense effectivement que... Je termine, je m'arrête, je conclus. Faire une fédération, faire une confédération, faire une coalition, on ne change rien dans les modes de débat, dans les modes de décision et dans les modes de rapport entre les îles Racines et les îles de Reliance. Et je m'arrête là. Plutôt que de développer une ligne politique, je voudrais faire 2 ou 3 remarques sur des questions de fond en même temps de méthode, recoupant d'ailleurs ce qui vient d'être dit. Première chose, le désaccord apparent Philoche-Cherki sur le salariat. Il y en a un qui dit le salariat, il n'a jamais été aussi puissant, aussi nombreux qu'aujourd'hui. Il y en a un autre qui dit le salariat est en train de disparaître, il n'y a plus de salariat. Bon, je durcis un peu les positions. J'ai très fortement le sentiment d'être d'accord avec les deux en même temps, dans la mesure où l'unité dialectique de tout ça, hélas, c'est le capital qui est en train de la faire, l'unité dialectique de tout ça. Le salariat, c'est pas ceux qui ont un boulot, c'est ceux qui n'ont que leur force de travail à vendre pour vivre, ou qui sont en voie, à l'échelle de l'humanité, de perdre le peu de petits moyens de production qu'ils avaient encore pour des centaines de millions de petits paysans de la planète. Donc effectivement, le capital est en train de faire de la majorité du genre humain le salariat en tant que masse atomisée, n'ayant que sa force de travail à vendre pour vivre et souvent n'arrivant pas à la vendre. Bon, donc vous avez de ce point de vue-là tous les deux raison, avec cette nuance en France que le salariat a encore des éléments de force sociale de par ses conquêtes sociales et ses organisations notamment syndicales. Mais effectivement, le capital est en train d'unifier tout le monde sous la forme d'un salariat qui n'a pas de boulot ou qui a que du boulot précaire. Et c'est une contradiction terrible pour le capital, parce que l'accumulation du capital ne vient que de sa mise en valeur par l'exploitation de la force de travail. En même temps, il crée les conditions où la force de travail elle est tellement productive que dans l'absolu, il n'y aurait plus besoin de l'exploiter pour pouvoir vivre correctement. Donc ça pose d'emblée la question d'autre chose. Ce qui m'amène à ma deuxième considération de méthode. Il y a un petit truc qui me fait souvent tiquer dans la manière de présenter les choses depuis ce matin, en raison d'habitudes prises d'ailleurs, c'est la tendance au plan thématique par catalogage. Donc il y a la question sociale, il y a la question écologique, il y a la question féministe, il y a la question de l'inégalité des territoires, il y a la question européenne, il y a la question ceci, il y a la question cela.
pour l'écrasante majorité des gens, ces questions s'unifient toutes dans le fait qu'il n'y a pas d'avenir pour nos enfants, qu'il n'y a pas de boulot et que la planète est en train de crever et que c'est le capital qui est à l'origine de tout ça. De ce point de vue, quand Gérard Filoche incarne le refus de la destruction du Code du travail, je pense que c'est un combat écologique parce qu'il affronte le capital. Et il faut qu'on articule nos démarches, y compris politiquement. Il faut penser à la question du pouvoir, qui est la question de la démocratie. Ça m'amène à ma 4e et dernière remarque, si j'ai bien compté. C'est que quand on parle de Macron, on a beaucoup mentionné comme étape de déchéance, de trahison, de rupture, la question du code de la nationalité. Mais la question du code de la nationalité était un dérapage, enfin si on peut appeler ça un dérapage, je ne crois pas que c'en était un en fait, un ballon d'essai de Hollande et de Valls dans un cadre, et ce cadre c'était l'état d'urgence. Macron a entièrement repris ce cadre. Et toute sa dimension, qu'on l'appelle jupitérienne, bonapartiste, napoléonienne, se situe parfaitement dans l'optique de ce que Sarkozy prétendait faire et n'était pas arrivé à faire, bon, à savoir la restauration de la Ve République, d'une hyper-Ve République. De ce point de vue-là, je ne suis pas sûr qu'il y ait tant de distance que ça à terme entre à l'ouest de l'Europe un Macron et à l'est de l'Europe un Viktor Orban en Hongrie. Ils peuvent, à un moment donné, trouver un terrain commun. Et plus il va y avoir des affrontements, plus ce visage autoritaire, néoconservateur, appelons-le comme on veut, Ve République en fait, du macronisme, va passer au premier plan. D'où l'importance essentielle de la démocratie et du débat démocratique respectant les formes et respectant tout le monde comme étant le cœur de l'alternative dont les gens ont besoin. Non, Myriam. Myriam, pardon. Je dis 10 fois. Oui, je sais, t'as du mal, mais bon, voilà. Ouais, mais bon, j'ai pas dormi la nuit dernière. Voilà. Myriam, allez, pour Nouvelle Donne. Voilà, alors Myriam Fromanger, Nouvelle Donne Cergy, je suis militante de base. On nous a mandaté pour cette journée. J'en suis très contente. Alors, on s'est mis d'accord sur un petit texte que je vais vous lire. Envisager une reconstruction de la gauche nécessite de se mettre d'accord sur la reconstruction d'un projet politique novateur qui ne dissocie pas la question climatique, écologique de la question sociale et qui promeuve un nouvel humanisme. Donc ce qui vient un peu d'être dit. Nous faisons le constat que nous vivons actuellement avec la présidence Macron une régression accélérée et brutale des droits des travailleurs, bien que cette régression ait été amorcée par les gouvernements précédents. Nous assistons impuissants à la mise en place de réformes fiscales au profit des plus riches et en défaveur des classes moyennes et des plus fragiles. La solidarité, notamment celle à l'égard des personnes migrantes, est désormais considérée comme un délit. La question du chômage est traitée comme relevant de la faute personnelle des chômeurs, empêchant par là même l'émergence de solutions. Tout cela avec une presse française muselée, puisque détenue à 90% par les puissances financières et industrielles, et un service public d'information remis en cause régulièrement, bien que fortement déjà dépendant des pouvoirs politiques en place. Prendre conscience et faire prendre conscience de la faillite démocratique et économique d'un système productiviste tourné exclusivement vers la production de produits financiers pour les investisseurs, sans prise en compte ni de la destruction écologique ni de la régression sociale, est indispensable pour reconstruire un futur qui donne envie. Il s'agit pour des partis qui se revendiquent de gauche de faire émerger des alternatives là où tout débat est clos au nom du bon sens et du pragmatisme. Et je voudrais rajouter par rapport à ce qui s'est dit aujourd'hui que la faillite politique, morale du PS, avec ses trahisons et ses reniements, a causé, entraîné la faillite des autres partis de gauche. Elle a décrédibilisé la gauche dans son ensemble. Ce que je voudrais aussi ajouter, c'est que tout ce que Macron est en train de casser, effectivement, dans
dans 5 ans, la France sera très différente et donc on ne pourra pas reconstruire à l'identique ce qu'il a détruit. Donc il faudra imaginer d'autres solidarités en réponse aux difficultés de la société actuelle. Voilà. Alors, merci à tous.